Dans notre quête de découverte des Houbi, un peuple de l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, nous étions loin de nous imaginer le périple qui nous attendait. Là, un peu. Ouais, c'est bon. On n'a qu'à faire et puis il va tout faire et puis il va boire à faire de route là. Sinon, c'est pas bon. Voici l'eau qui coule, l'eau de rivière qui coule. Depuis hier, ça attend de couler. Chaque goutte d'eau qui s'échappe de leur camion leur fait perdre entre 150 et 250 000 francs CFA. Tu es parti en brousse pour aller peser via, pour venir, pour dire que tu vas prendre ça pour aller au pont, pour aller gagner ton bénéfice. Il n'y a rien. Si tu es resté comme ça 2 jours, 3 jours là, tu perds beaucoup. C'est ça qui est là. Voici l'eau là qui coule. Voici l'eau là qui coule. C'est à cause de la route. Voici l'eau là qui coule. On est venu pour décharger vite pour aller au travail. On a fait 2 jours aujourd'hui. Donc ça fait qu'on fait, on fait peut-être le poids. Vous voyez, c'est quand on fait beaucoup de poids, on gagne l'argent. On est venu dans les familles derrière nous. Quand on va finir de travailler, on va les rejoindre. Mais allez là, on est bloqué. Allez, les bois sont arrêtés en brousse. On va faire au moins 1 semaine ici, sans travailler. Dépités, certains s'abandonnent au désespoir. Sur cette route, la vie n'est pas simple. Il faut avancer malgré tout et traverser des rivières de boue avec une foi et une détermination à toute épreuve. Depuis 5 jours, les jeunes du village de Ponant-Guiglo se sont constitués en volontaires pour faciliter le passage des véhicules. Pieds nus pour certains, ils donnent de la voix pour guider les transporteurs. Celui qui conduit les opérations, c'est Prince. Chaque passage d'un poids lourd est un défi. Pour cela, la manœuvre se doit d'être précise. Il pleut et puis on va à la boue, on vient à l'aide des gros camions comme les petits. Souvent même les motaristes, on vient les aider à ranger la route un peu, jusqu'à ce qu'on trouve le goudron. Et actuellement nous sommes en panne de la route, de la circulation. Donc nous aidons. On vous donne un peu d'argent? Non, c'est nous-mêmes, on vient, on aide les gens. Celui qui veut, il nous donne. Celui qui ne veut pas, il s'en va. Par moment, il faut descendre dans le vase pour montrer le chemin. Si comme ça, il n'y a rien. Il peut pouvoir passer tranquillement. Mais en arrivant ici, vous voyez, en arrivant ici, il va passer forcé, il serait obligé de se bloquer là. Et puis nous serons obligés de le pousser. Ou bien une véhicule va venir le tirer. Et puis on va aider le véhicule. Et puis il va pouvoir sortir du tout. Voilà, c'est comme ça. L'exercice est répété plusieurs fois et chaque exploit est célébré. Grâce à ce camion, Prince et son équipe espèrent sortir ce gros porteur coincé dans la boue depuis ce matin. En essayant de se dégager, le camion est entraîné par son poids et se renverse avec toute sa cargaison. Une opération de sauvetage s'organise en urgence pour sortir le chauffeur de sa cabine. Faut monter, va prendre ton bras. Plus de peur que de mal,
le chauffeur s'en sort sans aucune égratignure. Ouais. Ça montre le danger de la route là. Ouais, oui. Oui. Ça montre que la route a problème. On a problème sur la route. Donc quand c'est comme ça là, c'est pas bon. Ça là, bon, ça nous arrive pas. C'est une grosse fête. Oui, c'est une grosse fête. Tout se produit Ça, là-bas. Le camion. Le camion a eu des problèmes. Tout ça. Cet énième accident traduit bien l'urgence du bitumage de cet axe stratégique sur lequel passent de nombreux produits comme l'EVA, le café et le cacao, des produits importants pour le développement de la région du Cavally, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Les usagers de cette route ont décidé de se donner la main et entretenir l'espoir d'une nouvelle vie après les affres des crises politico-militaires qui ont fait ici plusieurs milliers de morts. C'est une famille. Supposons qu'il ait fait un accident puis il était gravement blessé. L'EVA qu'il a pris, ce n'est pas son EVA. Donc s'il a fait un accident grave, il allait perdre et puis l'acheteur ne va pas le soigner. Donc nous on essaie de l'aider. Avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas ces 500 000 francs qu'il va nous donner, qu'il va pouvoir le soigner. Donc c'est une famille, on essaie de l'aider seul. Il nous faut poursuivre notre chemin. Chaque kilomètre nous fait découvrir les conséquences de ce désastre routier. Des véhicules piégés ou encore des mastodontes qui côtoient dangereusement des cars de transport en commun. À Zagné, un village de plus de 60 000 âmes, nous sommes autorisés à rendre visite exceptionnelle aux silures sacrées de la rivière Nzé. Patrick Glazaï, conseiller municipal à la mairie de Taï, est le gardien de ces poissons vénérés depuis 1937. En général, c'est le 31 décembre, on vient ici pour faire des sacrifices. On leur donne le poulet. Si on a plus de moyens, on immole un mouton et puis on partage aux poissons. Mais cette fois-ci, ça a été une visite spéciale parce qu'on me l'a demandé. Et par le travail de notre honorable Dobris, il m'a demandé que la nouvelle chaîne NCI vienne voir effectivement si ces poissons sacrés existent. Et c'est comme ça que nous sommes venus visiter ce matin. Dans l'ouest du pays, l'animisme conserve force et pouvoir. Le chef du village Bouy a décidé d'organiser une fête de réjouissance pendant 2 semaines. En ce moment-là, il y avait la nourriture en abondance. Quand il finissait de manger, le reste, il déversait ça dans cette rivière. Un jour, par une grande surprise, les poissons qui étaient très restreints, petits, sont devenus nombreux avec des sulures. Et c'est comme ça, le chef de ce village, le vieux Bouy, a décidé de ne plus manger ces poissons, que ce coin est devenu désormais un coin sacré. En attendant le bitumage de cette voie, le conseil régional du Cavally a doté Zagné d'un château d'eau, d'un marché et de plusieurs écoles. Les difficultés des usagers
ont aussi fait naître les mototaxis. Mais pour profiter du voyage à moto, le tarif n'est pas donné. Faute de bon rendement dans l'agriculture, Salif a décidé de devenir taxi-moto. La route n'est pas bonne. Il y a des camions, mais quand ils arrivent à Zin ici, ils sont obligés de laisser les passagers ici. Nous, les motos, on est obligés de les ramasser pour partir. C'est pas moto. Quand tu vas prendre la route là tout à l'heure, tu vas voir. Tu as 1000 francs, il donne 5 000 francs. 1000 francs, oui. Quelques embardées entre flaques d'eau et nids de poules n'empêchent pas Salif de gagner rapidement du terrain. La rapidité a fait le succès de ce nouveau moyen de transport, qui reste tout de même onéreux. Quand j'arrive à Djuro, donc j'ai pris une moto pour que j'arrive vite. Mais si c'est camion, c'est que non, c'est à 0 heure je vais arriver. Donc je préfère prendre moto pour arriver vite. Et ça coûte combien? Bon, en détail qu'on fait, ça peut aller dans les 7 000. C'était un camion, tu allais payer combien? 4 000. C'est plus cher. Moins cher. Parce qu'un camion c'est 4 000, c'est moins cher. Mais moto c'est cher par rapport à un camion. Mais moto. La moto, en tout cas c'est rapide, mais le transport est cher. En moins d'une heure, Salif rejoint Djiboubaï. Devenue l'activité principale des jeunes, les taxis-motos aident à lutter contre le grand banditisme qui sévissait dans la région. Bon, quand ça marche, bon, minimum, tu peux attraper tes 12 000, 11 000. Oui, c'est quand, après tes calculs, là, ce qui va rester dans ta main, là, comme bénéfice, là, c'est ça ici, là, tu dis, là, 11 000, 12 000. Fais attention à l'appareil. Non. Voilà, ok. C'est bon. C'est OK, hein? Voilà. À 4 km de Taï, notre patience déjà éprouvée par 10 heures de route est à nouveau mise à l'épreuve. Ce car est tombé en panne, en plein milieu de la route. Les tentatives désespérées des apprentis pour faire repartir le moteur sont vaines. Même les moutons dans les coffres n'en peuvent plus. Il faut donc se résoudre à regarder la nuit tomber. Après 2 heures, un miracle va se produire. Ce caterpillar qui passait par là accepte de sortir le quart de la boue. Léoula, le centre de décision du pays Oubi. Cet après-midi, Méo Gilbert, le patriarche, a convoqué les membres des grandes familles qui règnent sur les 10 villages Oubi. Il a convoqué les autres familles pour qu'on puisse s'asseoir et échanger pour la cohésion. Parce que dans le temps, nos villages étaient petits. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'arrivée des autres parents, les villages sont devenus grands. Sa couronne de crocs de léopard rappelle la longévité, la puissance et la sagesse du patriarche. C'est lui, le dépositaire de l'histoire du peuple. On a les Houbé, on a les Yoa et les Sawe, et on a les Yé et les Glé. Et c'est toutes ces familles-là, normalement, qui représentent le peuple Oubi, qui sont commandées par le Bério.
son patriarche et son chef de terre. Ces Bakoués d'origine vont migrer dans le Cavali à partir de Soubré, suite à un incident avec le voisin Bété. Nous sommes venus de Béiri et donc on vivait en paix avec nos parents qui sont les Bété. Et donc tout est parti un matin d'un problème d'adultère. Et le Houbi, qui vivait avec son frère Bété, a commis un acte d'adultère. Il a connu la femme de son frère. Et ce dernier s'appelait Niaouré. Il venait chaque matin aiguiser les machettes pour aller au champ. Et il était en retard, qui arrive dans la cour du guerrier qui est Niaouré, qui a la femme qu'il a connue. Et donc il s'agenouille et il fait des mouvements en train de limer sa machette, en train d'aiguiser sa machette. Et Niaouré qui sort, qui observe son frère en train d'aiguiser sa machette, pour lui, c'est une façon d'imiter l'acte qu'il avait posé avec la femme de l'autre. Quand il a les mouvements de ses reins qui vont et qui reviennent, donc ça a énervé Niaouré. Sans même demander l'avis de quelqu'un, il sort la machette et il tranche la tête de Yiri. Et donc Yiri qui tombe et qui meurt. Pour apaiser la colère du guerrier Bété, un sacrifice suprême est exigé. Une jeune fille est sacrifiée. L'alliance de sang est scellée entre les Houbis et les Bété. Le Houbi dit, bon, je viens de trancher la tête de ma fille en monnaie et en sacrifice pour qu'on finisse définitivement avec cette faute. Mais si jamais, à partir de ce sacrifice-là, que toi, en tant que Bété, tu m'attaques, il ne faudrait pas que toute ta descendante ait la paix. Que le malheur s'abat sur vous. Par la suite, l'alliance scellée aidera à consolider la place des Houbis, opposée aux Ébriers. Le Houbi sait que le problème des femmes, on a beau demander pardon, on a beau faire des sacrifices, mais quand il regarde son frère, il sait que c'est une plaie qui ne va jamais guérir. Il a décidé de partir du fleuve Nawa. Et donc, c'est comme ça qu'il a pris la direction de l'ouest, plein ouest, en venant vers le fleuve Cavali. Et quand il est arrivé ici, il a trouvé un peuple que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des Ébriers. C'est les Ébriers qui occupaient cette terre-là. Et c'était au XVIIIe siècle. Donc pour eux, ils ont trouvé des frères avec qui ils pouvaient s'entendre. Mais malheureusement, les Ébriers ne voulaient pas la cohabitation. Et donc c'est comme ça le Bété, qui de sa position depuis Soubré, remonte le fleuve Sassandra et qui découvre que son frère qui était parti hier est en palabre, est en guerre avec un autre peuple, qui sont les Ébriers. Et les deux s'associent pour contrecarrer les Briers. Et ils repoussent les Briers jusqu'à ce que les Briers soient au bord de la mer, au bord des lagunes. Sur ces traces, nous découvrons les différents emprunts aux communautés voisines, notamment la Tenué et la langue. Effectivement, depuis que nous sommes partis sur nos bases de Soubré, nous sommes des Bakoués. Et donc nous nous sommes rendus au bord du Cavali. Et de l'autre côté du fleuve, il y a un autre peuple là, de l'autre côté du fleuve, au Libéria. Et donc c'est des femmes qui ont vu des personnes qui vivent au bord, qui sont venues par curiosité. Et quand ils sont arrivés, nos parents ont eu pour épouse ces femmes-là. Et donc pour sécuriser ou bien pour donner une confiance à ces femmes-là, on a commencé à apprendre les langues. Et c'est cette langue-là que nous parlons aujourd'hui. Sinon, en réalité, nous sommes des Bakoués. C'est pour cette raison-là que les propriétaires terriens, c'est-à-dire que le Bakoué, le Houbé même qui s'est déplacé, quand on veut faire des libations ici à Taï présentement, c'est le Bakoué que nous parlons. Dans cette société de chasseurs, l'homme est au centre de tout. Les femmes sont réduites aux tâches ménagères et à la cuisine. Quand la famille se réunit comme ça, on fait du par famille. Voilà. La famille Glé, on donne, le patriarche donne. La famille Iwasawe, la famille complète, on donne. Maintenant, après, quand ça vient maintenant, puisqu'il y a les jeunes garçons qui sont là, donc on prend une grosse cuvette et puis on met dedans. Et puis les jeunes garçons là, main dans la main. Et puis, Pourquoi les femmes ne font pas cette tâche?
Oh, non, non. Oui, non, là, un peu, oui, normal, nos parents ne nous ont pas dit ça. Nos parents ne nous ont pas dit ça. Le lendemain, les grandes familles se retrouvent à Goulé et à Codeux pour évoquer le désenclavement de la communauté avec des cadres. Pour l'occasion, le patriarche décide de sortir les tam-tams sacrés. Mais l'invocation de l'énergie des ancêtres pose problème à Théodore. Que les tam-tam parleurs me disent de demander, que je demande aux parents, parce qu'il n'est pas temps de les faire sortir. Donc quand il n'est pas temps de les faire sortir, il me dit, bon, envoie 2 poulets. Parce que c'est femmes et garçons, donc il envoie un coq et une poule blanche, plus une bouteille de liqueur, pour me bénir et me faire sortir. Et en plus, une somme de 20 000, juste pour la famille, vous allez vous asseoir et puis boire quelque chose. C'est non négociable. Ça, c'est non négociable. Si je dis non, c'est moi qui prends après les pots cassés. La libation annonce l'arrivée des cadres, le second adjoint au maire de Taï et Jean-Paul Bamelin, opérateur économique. La bienvenue sur vos terres qui vous ont vu naître. Nimi a vraiment besoin de vous. Parce que nous avons assez de problèmes. Surtout la route. Comme on le dit, la route précède le développement. Bonne arrivée nos enfants. C'est vraiment un symbole pour le peuple Bi. C'est pour ça que ces tam-tams parleurs sont surveillés par des guerriers. Parce que si un autre peuple qui est différent du peuple Oubi s'empare de ces tam-tams, c'est comme si nous sommes déconnectés. Parce que ces tam-tams nous servent beaucoup pour la communication. Et donc ces tam-tams sont sévèrement gardés par des guerriers. C'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu des guerriers qui sont là. Ils ont des machettes, ils ont des armes, juste pour surveiller ces tam-tams parleurs. C'est un symbole pour le peuple Oubi. Un symbole tout aussi important en pays Oubi, c'est le vin de palme et la procédure attachée à son service. Chez le Oubi, cette boisson, on l'appelle Ouglo Onglon. Ouglo, ça veut dire le raffia, et Onglon, ça veut dire boisson. Et c'est cette boisson-là qu'il faut donner à l'étranger. Et c'est vraiment important pour le Oubi. Le lait maternel, nous appelons ça Ouglo Onglon, le lait maternel. Le vin de raffia servi, on ne sait jamais. Il y a des mauvaises personnes souvent dans les sociétés qui peuvent mettre des produits toxiques dans la boisson. Donc le patriarche lui demande de voir si la boisson est bien pour qu'on puisse servir tous les invités ou tous les étrangers. Et donc quand lui goûte, puisqu'il est venu ici, c'est pas assurer la sécurité des gens. Ce n'est pas de conserver le gobelet ou de s'asseoir. Donc quand il finit, il goûte, il se débarrasse du gobelet. Et donc déjà c'est un signe pour dire que tout le monde peut consommer la boisson. Si la boisson n'était pas bien, généralement le jeune qui est venu à le gobelet, il devait même trancher sa tête. Oui, il devait lui trancher la tête parce que celui même qui porte le gobelet pour venir vers lui, certainement peut-être celui qui a gâté la boisson. Donc il lui tranche la tête. L'état de la route fait du pays Oubi l'une des zones les plus enclavées et son peuple, l'un des plus méconnus de la Côte d'Ivoire. Nous perdons, le Oubi perd beaucoup sa culture. Autant que nos vieux qui étaient là, qui faisaient la promotion de cette culture-là ne sont plus. Les jeunes qui sont maintenant, ils aiment plutôt copier sur l'Occident. Donc quelques parents qui sont là, s'ils n'hésitent pas à mettre en valeur ou à faire la promotion de ces cultures-là, il est de notre devoir de venir vraiment les soutenir, les mobiliser, les motiver pour que cette culture-là soit maintenue. En échange de son engagement, pour préserver le parc de Taï, le peuple Oubi souhaite un soutien plus accru de l'État. On va faire un grand effort. Nous nous retournons vers le conseil régional qui fait aussi un effort. Nous entendons l'effort du président de la République aussi. Parce que, mine de rien, avant, nous n'avons pas des additions, comme je disais. Vous voyez, dans le de la gendarmerie de Taï, l'école date de 1962, qui n'a pas été clôturée. Aujourd'hui, qui est clôturée. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se fait un peu. Donc, nous sommes observateurs, nous regardons que c'est difficile, mais on a toujours le droit de demander, parce qu'on en a vraiment besoin. Nous ne sommes même pas encore à 30% de l'évolution normale. Donc nous en demandons au moins, si nous arrivons à 50-60, on pourra dire oui, au moins nous sommes des gens aujourd'hui. Un vœu dont toute la région attend le début de réalisation, depuis la promesse du président Alassane Ouattara, le 12 août dernier, lors de l'inauguration du pont de Cocody.
le peuple Oubi garde encore bien des trésors culturels que son désenclavement permettra de mettre en lumière.